Pendant quasiment 40 ans, le mur qui séparait l'Est et l'Ouest en Europe a mis de côté l'industrie automobile justement du bloc de l'Est. Et du coup, on a un petit peu l'image, à raison forcément, parce qu'on peut penser évidemment au Lada de l'époque, des années 70-80, qui était quand même pas terrible. Mais justement, ce mur qui séparait l'Occident et l'Europe de l'Est a mis de côté toute l'industrie automobile de ces pays-là et on les a un petit peu oubliés. Or, justement, l'industrie automobile de l'Est a aussi une histoire, forcément, une histoire qu'on a un petit peu occultée, qu'on a un peu oubliée et qu'on n'apprécie pas à sa juste valeur. Alors, on va faire le point sur deux marques. On va commencer tout d'abord par Tatra. L'histoire de Tatra débute en 1897 avec ce modèle. En fait, ce n'est pas tout à fait Tatra, ça s'appelle encore Nesseldorf, ça deviendra Tatra en 1920. Cette voiture ressemble au véhicule hippomobile. On est vraiment dans les codes tout à fait de ces engins tirés par les chevaux. Il faut attendre en fait un peu plus tard, quasiment au lendemain de la Première Guerre mondiale, pour voir des véhicules plus conformes à ce qu'on imagine être une voiture aujourd'hui, comme cette Tatra 11 de 1923. Et justement, ce modèle, c'est la première Tatra à avoir un moteur refroidi par air. Et donc là, on est en plein dans la période de ce qu'on appelle les caisses carrées. Et on a aussi, par exemple, cette limousine T70 de 1933. Alors là, c'est hyper long. C'est vraiment des véhicules très, très luxueux. Tatra est vraiment un constructeur d'avant-garde dès cette période. Par exemple, ce prototype V570 de 1933 fait appel à des recherches aérodynamiques. Et ce prototype, que l'on doit à Hans Levinka, un ingénieur de Tatra, a fortement influencé Ferdinand Porsche pour sa coccinelle, au point qu'il y aura un procès qui se soldera en 1961 par le paiement de la part de Volkswagen de 3 millions de marques à la marque tchèque. Donc dans les années 30, Tatra travaille sur la recherche de carrosserie aérodynamique à l'image de cette T77 et sur ce modèle on a à l'arrière un moteur V8 refroidi par air. Cette architecture sera vraiment la marque de fabrique de la marque tchèque jusqu'à la fin de son aventure. Ensuite on a la T87. La production se poursuit bien entendu sous la période communiste avec cette Tatra plan, comme l'économie planifiée. Mais le modèle le plus connu, c'est bien entendu la 603. C'était vraiment la voiture des dignitaires du régime et de la police d'État. La première série se reconnaît à ces trois feux. Regardez-moi ces obus sur le pare-choc. On dirait vraiment un petit peu des modèles américains. Alors, on sait pourtant que les États-Unis, c'est vraiment l'ennemi juré des anciens pays communistes. Elle adopte ensuite une calandre avec 4 phares et on a toujours ce V8 refroidi par air. En 1973, la T613 abandonne les formes rondes pour des formes beaucoup plus carrées. On doit ce dessin à Vignalé, c'est assez étonnant, mais oui, Vignalé a bossé quand même pour des pays de l'Est. Un long capot et un arrière tout rikiki, vraiment tronqué, qui fait presque penser un peu à une R12. Les proportions sont vraiment pas terribles. Et ce qui est marrant, c'est que par exemple ces feux arrière, on dirait des feux arrière de Talbot Solara. Et on a toujours le V8 refroidi par air qui développe 165 chevaux. Mais on voit déjà que l'industrie automobile, comme toute l'industrie d'ailleurs de ces ex-pays de l'Est, est complètement exsangue. Et malgré tout, après la chute du mur et l'effondrement du bloc de l'Est, Tatra
continue l'aventure. Elle sort en 96, la T700. C'est vraiment le chant du cygne, puisque seulement 97 exemplaires se reproduisent. Et finalement, la division automobile cesse en 1999. Mais si la division automobile d'Otatra a disparu, ce n'est pas le cas des camions. D'ailleurs, ils sont quand même connus pour avoir remporté à plusieurs reprises le rallye Paris-Dakar.